Bonsoir. Maxime, bonsoir à tous. Excuse-nous, on était un peu retardés par la technique. Eh ben, pas de difficulté, l'essentiel c'est qu'on se retrouve. Donc, écoute, je te propose qu'on commence peut-être en expliquant à tout le monde notre démarche, l'objet du live de ce soir. Je te laisse peut-être le présenter puisque c'est vraiment une initiative de l'école. Oui, avec plaisir. On avait déjà fait ce live l'année dernière, à peu près à la même période, qui est une période importante à la fois pour l'ENM et pour les candidats, puisque ça correspond à la période des inscriptions au concours d'accès pour l'année en cours. Donc là, effectivement, on est sur une période d'inscription au concours d'accès 2024 qui a été ouverte le 8 janvier et qui se poursuivra jusqu'au 8 mars. Donc c'est vrai que le but, c'est de répondre aux questions que l'on peut se poser sur les concours et puis de peut-être favoriser les candidatures et lever les quelques barrières que certains pourraient se mettre. Voilà l'objet du live. Alors, avec, si je peux poursuivre un petit peu, le fait qu'on soit encore cette année, et ça c'est une première information, sur une session qui va être particulière au regard du nombre de postes qui sont offerts sur les 3 concours d'accès. Donc c'était déjà une caractéristique de la session de l'année dernière. On ne sait pas encore combien de postes seront offerts sur la session 2024 pour les 3 concours d'accès, puisqu'on aura un arrêté du garde des Sceaux qui interviendra au mois de mars, comme tous les ans. Mais on a l'information comme quoi on sera sur un nombre de postes qui sera à peu près équivalent à celui de l'année dernière. Donc, ça veut dire un nombre très important, C'est puisqu'on trois. était à 353 postes pour la session 2023. Par comparaison, on était à 285 pour la session 2022, 195 pour la session 2021. Donc, on est vraiment sur une hausse continue qui doit favoriser, bien sûr, les candidatures, puisque plus de postes, ça veut dire plus de chances de réussite. Exactement. Exactement. Alors, il y a ça, il y a ce critère évidemment fondamental. Il y a aussi le fait que désormais, il n'y a plus de nombre limité de candidatures. Donc finalement, quand on tente, même si on ne se sent pas pleinement préparé, eh bien, on ne se prive pas d'une chance finalement de retenter ensuite et on n'arrive pas à un espèce de coup près au bout d'un moment. Donc, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles, avant le 8 mars, pour toutes celles et tous ceux qui hésitent, ça vaut sans doute le coup de s'inscrire. Et on va en parler tous ensemble ce soir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions vraiment en direct. On va y répondre avec franchise et en essayant d'être le plus concret possible. L'objectif, c'est vraiment que vous ressortiez avec des réponses et peut-être des choses qui vous rassureront ou qui vous armeront aussi pour bien affronter les épreuves qui arriveront ensuite. Je ne sais pas si tu voulais commencer par quelque chose, peut-être présenter les concours pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. Oui, présenter les concours. Alors, peut-être en commençant, parce que peut-être ceux qui nous écoutent par définition, ont déjà un intérêt pour les concours et se sont déjà renseignés, une précision sur les nouveautés de l'année en cours qui sont importantes dans le cadre des inscriptions. Nous avons eu donc une modification importante concernant les limites d'âge qui étaient prévues pour chacun des 3 concours, qui ont été purement et simplement supprimés par la loi organique qui est intervenue le 20 novembre 2023, donc toute récente, mais il s'agit de dispositions d'application immédiate, donc qui s'appliquent dès la session 2024. Donc l'ensemble des renseignements, de toute façon, sont sur le site internet de l'ENM, mais il faut savoir déjà que il n'y a plus de limite d'âge pour les 3 concours d'accès. Il y a malgré tout une limite, mais qui est imposée par l'engagement de servir 10 ans que régularisent tous les auditeurs de justice. Donc, il faut pouvoir avoir fait ses 10 ans dans la magistrature avant un départ à la retraite. Donc, ceci fait, en tenant compte en plus de la durée de la formation, qu'on peut maintenant s'inscrire pour les 3 concours à partir du moment où on a moins de 50 ans et 5 mois au 1er janvier de l'année en cours, donc de l'année 2024. Donc ça, la suppression des limites d'âge, c'est une modification importante qui est applicable pour la première fois pour cette session 2024. Pour les 3 concours d'accès, alors sans vous
faire une présentation très détaillée parce qu'elle elle serait fastidieuse par définition, mais si on organise dans les grandes lignes, on a effectivement le premier concours d'accès que l'on qualifie classiquement de concours étudiant, hein, réservé aux étudiants, qui est ouvert à toutes les personnes qui justifient d'un diplôme de niveau Bac+4 ou une formation reconnue comme équivalente. Le deuxième concours d'accès qui, lui, concerne les fonctionnaires qui justifient de 4 années d'exercice professionnel, et le troisième concours d'accès qui concerne les personnes qui sont issues du secteur privé et qui justifient également d'une durée d'activité professionnelle, d'une expérience qui est fixée par les textes en l'état à 8 années. Voilà pour la présentation très générale des 3 concours d'accès tels qu'ils se présenteront encore dans le cadre de la session 2024. Donc, on a habituellement plus de postes qui sont proposés sur les concours étudiants, sur le concours étudiant, donc le premier concours, avec également plus de candidats sur le premier concours, mais également donc, des postes qui sont fixés sur les deuxième et troisième. Mais pour connaître la répartition exacte, il faut attendre l'arrêté dont je parlais au début et qui interviendra vraisemblablement dans le courant du mois de mars cette année. Alors, peut-être une question qui nous est posée, je te demande confirmation de la réponse. On nous demande si, donc c'est une personne qui est actuellement en Master 1 et qui demande si elle peut tenter le concours alors qu'elle n'a pas encore validé. Alors, il me semble que ce qui importe, c'est qu'au moment des résultats, finalement, elle ait validé ces 4 années et donc elle peut effectivement s'inscrire dès à présent. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Les conditions pour concourir hein, qui sont fixées, donc là, en l'occurrence, le fait d'être titulaire d'un diplôme Bac+4, elles sont vérifiées, c'est l'arrêté d'ouverture qui nous le dit, après les épreuves écrites. Donc, à l'issue des épreuves écrites, donc c'est une vérification qui se fait en tout début d'été pour les candidats qui sont susceptibles d'aller sur les épreuves orales. Donc, d'ici là, les candidats qui, au moment de l'inscription, étaient en cours d'obtention du Master 1 seront en mesure de justifier ou non de l'obtention du Master. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là pour les inscriptions. Alors, il y a une question qui est posée sur le concours professionnel, qui est donc prévu par la loi organique du 20 novembre, mais qui n'est pas encore défini puisqu'il va falloir des textes qui définissent vraiment le contenu, les modalités. Donc, ce soir, c'est pas possible d'en parler plus que ce que la loi prévoit en général, et donc on ne peut pas donner d'informations puisque tout simplement les informations n'existent pas encore. Simplement pour celles et ceux qui sont intéressés par ce concours professionnel, il faudra rester très attentif aux textes d'application qui vont être diffusés. Et là, ce soir, on va essayer de se concentrer sur le concours 2024 pour celles et ceux qui le préparent. Et évidemment, là, pour l'année prochaine, et en vue de ce concours professionnel, on pourra refaire un live pour expliquer. Et puis, l'ENM ne manquera pas de communiquer sur les nouvelles modalités du concours. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. On a beaucoup de sollicitations hein, sur ce nouveau concours, au niveau de l'école également. Et c'est vrai que la réponse qu'on fait systématiquement, c'est qu'il faut attendre l'intervention du décret d'application pour vraiment pouvoir renseigner les futurs candidats. Ce qu'on sait en l'état, c'est une architecture générale des voies d'accès qui va résulter et qui résultera de la loi organique du 20 novembre 2023, qui consiste, la loi organique le dit déjà, en une suppression de toutes les voies de recrutement sur titre et suppression également du concours complémentaire pour création à la place d'un nouveau concours professionnel. Donc, il reste à définir par la voie réglementaire et bien sûr qu'on communiquera, on pourra refaire un live le cas échéant quand on aura tous les éléments de façon à pouvoir répondre aux futurs candidats de manière tout à fait précise. Alors, il y a beaucoup de questions assez précises sur les conditions pour concourir. Ce que je propose, c'est qu'on essaie de balayer des sujets et que pour des questions très précises, chacun puisse faire des recherches et éventuellement demander des précisions à l'ENM. Mais peut-être pour servir le plus grand nombre, de balayer un peu toutes les questions qui se posent et que vous m'avez d'ailleurs souvent posées et que vous posez aussi à l'ENM sur cette préparation. Juste peut-être pour clôturer sur ces voies d'accès et notamment l'augmentation du nombre de postes dont tu parlais, il y a une question qui a été posée de savoir si on peut se projeter sur des augmentations durables.
Bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas fixées et qui sont, voilà. Mais ce qui est important peut-être pour les candidats, c'est que dans la loi organique qui a été votée et dans les lois la loi de programmation qui a été votée, il y a un recrutement de magistrats qui est fixé à 1500 postes pour les quelques années à venir et donc nécessairement des promotions qui sont importantes. Donc c'est vraiment évidemment une période tout à fait propice pour passer les concours d'accès pour les étudiants qui sont intéressés. Oui, tout à fait. Tout à fait, Maxime. On a des objectifs clairs qui ont été fixés par le garde des Sceaux, notamment dans la suite des États généraux de la justice. Et c'est ce que tu indiquais. On est à plus 500 magistrats dans les juridictions à l'horizon 2027. Donc, on n'a pas encore de chiffres précis sur les postes qui seront offerts en 2025-2026. Mais en tout cas, l'objectif est bien sûr la dynamique et celle de l'augmentation des recrutements. Et en précisant que les 1500 postes visés, c'est en plus des remplacements de départ à la retraite. Donc, c'est des postes supplémentaires. Donc, c'est vraiment une dynamique qui est historique et qui a été d'ailleurs saluée dans beaucoup de discours de rentrée des juridictions, bien sûr. Alors, peut-être pour continuer sur la base des questions qui sont posées, il y a pas mal de gens qui demandent comment se préparer, comment envisager le concours. Peut-être qu'une question enfin peut-être qu'une information pour fonder la réflexion, c'est de se demander ce qui est attendu finalement dans le cadre du concours, parce que ça va guider plein de choses sur les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Quand je réfléchis à cette question, je regarde ce qui va être recherché par le jury, ce qui va être recherché à l'ENM pour ensuite arriver en juridiction. Et finalement, il y a des capacités qui ont été identifiées, qui sont fondamentales pour un magistrat et donc qui sont euh, travaillées dans le cadre de l'école et qui sont en amont recherchées dans le cadre du concours. Alors la liste, elle est sur le site de l'ENM, elle est dans le rapport aussi du jury. Peut-être pour juste balayer ces grands principes, c'est une attention à la déontologie, à la capacité d'analyse et de synthèse, au respect du cadre procédural, à la capacité de s'adapter, à avoir une position d'autorité et d'humilité, à la relation, à l'écoute et à l'échange avec l'autre, de tenir une audience ou un entretien, de savoir susciter un accord ou de concilier, de prendre une décision, de motiver, formaliser, expliquer cette décision, de s'inscrire dans un environnement institutionnel, de travailler en équipe, de s'organiser, de gérer et d'innover. Et donc tout ça, ça va être ce que finalement le jury, non pas va rechercher comme acquis, mais en tout cas comme une projection possible face aux candidats. Et donc ce qu'il va falloir faire si vous êtes candidat à l'ENM, c'est finalement vous mettre dans cette posture professionnelle qui va permettre au jury, à l'écrit comme à l'oral, de se dire que vous êtes en capacité d'acquérir ces compétences fondamentales. Pour ça, à mon avis, il y a 4 choses. D'abord, il faut avoir des connaissances solides, bien sûr, parce qu'on ne peut pas envisager de devenir magistrate ou magistrat si on n'a pas des connaissances solides en droit, que ce soit en droit de fond ou en procédure. Et bien sûr, tous les candidats savent qu'il faut travailler les matières qui sont au programme. Deuxième chose, il faut absolument maîtriser la méthodologie des épreuves, parce que le jury va chercher à vérifier que vous êtes capable d'avoir une rigueur méthodologique et de structurer votre pensée et votre argumentation. Troisième chose, il faut connaître la société dans laquelle on s'inscrit parce qu'un magistrat est inscrit dans la société, donc il faut sentir ces grandes tensions, ces grandes problématiques, les politiques publiques et savoir en parler et réfléchir. Et dernière chose, il faut, par vos positionnements, à l'écrit comme à l'oral, démontrer que vous avez une indépendance, une impartialité, une humanité, une dignité, une intégrité, une loyauté, tout ce qui fait partie du serment du magistrat. Et donc, vous avez finalement cette posture qui répond à ce qu'on va attendre d'un magistrat ensuite. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais à mon avis, c'est vraiment le préalable à poser pour réfléchir à ce que vous allez devoir démontrer au jury, à l'écrit comme à l'oral. Donc, il y a beaucoup d'informations. Peut-être qu'il faudra re-regarder le live pour tout noter, mais je voulais commencer par ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Émilie, sur cet aspect. Non, c'est tout à fait ça, Maxime. Moi, je voulais juste peut-être attirer l'attention sur, parce que je ne suis pas certain que tout le monde le sache, sur les ressources, parce qu'on ne pourra pas tout balayer dans le cadre du live, mais les ressources que vous avez à disposition sur le site internet de l'ENM
dans le cadre de la préparation de ces concours. Donc, les rapports des présidents du jury successifs sur plusieurs sessions, là, sont absolument essentiels pour identifier les attentes. Je vous précise que celui concernant la session 2023 sera mis en ligne fin mars, donc vous l'aurez dans tous les cas avant les épreuves écrites. Vous avez également à disposition les meilleures copies qui sont sélectionnées par le jury et mises en ligne. Donc vous avez vraiment une mine d'informations sur le site internet de l'école qu'il faut pas hésiter à aller consulter. Et pour revenir un petit peu en arrière pour les questions plus précises sur est-ce que je peux concourir en fonction de ma situation, etc., vous avez aussi une adresse de contact qui est à disposition sur le site internet et qui vous permet de contacter le service des concours. Donc ça, c'est des ressources qu'il faut vraiment exploiter dans le cadre de sa préparation. Exactement. Il y a une question donc, qui fait écho à ça. Comment on peut trouver les éléments, les informations sur la méthodologie pour les différentes épreuves? Donc, tu indiquais le rapport du jury, c'est vraiment une mine d'or parce que le jury explique ce qu'il attend des candidats et ce qu'il a observé des candidats. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis après, pour pouvoir cerner la méthodologie, vous avez les meilleures copies des années passées, vous avez des manuels qui peuvent décrypter la méthodologie. Et puis, vous avez vos différentes formations. Alors, il y a des questions qui sont posées naturellement sur comment se préparer. Est-ce qu'il faut fondamentalement avoir fait un Master 2? Est-ce qu'il faut passer par une prépa? C'est des questions évidemment qu'on reçoit beaucoup et qui sont légitimes parce qu'il y a un concours qui est difficile, mais le maître mot, c'est de se dire qu'il n'est pas inaccessible et de bien se préparer. Alors, si j'ai quelques réponses à vous donner sur euh, le parcours classique. En réalité, il n'y en a pas vraiment. La première chose à se dire, c'est que chacun a son propre parcours. Il n'y a pas de master imposé. On n'est pas obligé de passer par un master de droit pénal, procédure pénale ou droit civil, procédure civile. Et d'ailleurs, le jury le note chaque année. C'est aussi très important pour la magistrature d'avoir des profils différents, des horizons différents, étudiants comme en reconversion professionnelle. Et donc, vous pouvez tout à fait valoriser, notamment lors du grand oral, un master qui soit technique ou qui soit internationaliste, etc. Maintenant, c'est vrai que pour se préparer, il y a une stratégie. Il faudra que vous ayez balayé le programme. Et évidemment, il y a des masters qui vous aident à le faire, puisqu'ils sont construits pour justement aborder les différents aspects des matières qui sont au programme. Ils pourront donc vous aider. Donc, c'est un choix à faire. Soit vous privilégiez votre intérêt pour un domaine, une matière, et vous aurez du travail personnel à faire pour compléter le fait de balayer le programme, soit vous choisissez un master qui est très stratégique par rapport au concours, et peut-être que vous n'aurez pas un aspect de ce qui vous intéresse qui sera approfondi. Voilà, les deux choix sont possibles et ils ne sont absolument pas exclus par le rapport, enfin par le jury. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Peut-être que vous pouvez faire un master spécialisé et ensuite une année de préparation, par exemple dans le cadre d'un IEJ, pour réviser le programme. Ou alors, vous faites un master dédié et vous pouvez passer tout de suite le concours, mais tout est possible. Sur IEJ, DU, prépa, il n'y a pas de règles impératives. Ce qui est important, c'est que vous compreniez, que vous identifiez ce dont vous avez besoin. Une prépa, ça va vous offrir peut-être un cadre plus serré, des entraînements plus fréquents ou des fascicules. Mais finalement, quand on réfléchit, peut-être que vous êtes capable, vous, de vous organiser toute seule ou tout seul, peut-être, ou en tout cas avec un IEJ qui sera peut-être moins onéreux selon vos possibilités, voire une prépa talent ENM si vous pouvez, si vous rentrez dans les critères pour y entrer. Est-ce que vous avez fondamentalement besoin de fascicules alors que les livres peuvent être achetés à jour? Il faut trouver le bon livre. Est-ce que vous avez besoin de plus d'entraînement que l'IEJ ou le DU? Voilà, c'est à chacun de répondre. Il n'y a pas de réponse arrêtée. Il n'est pas indispensable de faire une prépa pour réussir le NEM. Il y a plein d'exemples qui le montrent. Mais c'est est-ce que vous en avez besoin, vous? Voilà. Euh, c'est difficile d'aller au-delà parce qu'évidemment, il y a respect d'une neutralité pour ne pas influencer chacun. Mais en tout cas, à mon avis, pardon, la question importante, c'est ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas si toi, tu veux compléter peut-être sur le master, par exemple, ou sur la bonne préparation.
Alors, sur la base des éléments purement objectifs que l'ONM dispose, qui sont des éléments statistiques, ce qu'on sait, c'est que l'immense majorité des auditeurs de justice, donc on a plus de 90% sur les dernières promos, sont titulaires d'un Master 2. C'est-à-dire que le concours fixe une condition pour concourir de Bac+4, mais on a majoritairement des étudiants qui deviennent auditeurs de justice qui ont un diplôme plus important. On a quand même une majorité d'auditeurs de justice qui ont suivi des prépas, même si effectivement certains y arrivent sans que, effectivement, c'est ce que tu as indiqué Maxime, ne se dégage au vu des statistiques la bonne prépa. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre des profils et on n'a pas de statistiques qui permettent de vous dire il vaut mieux faire celle-ci, faire une prépa privée, faire un EJ. Ça va être variable en fonction de chacun. En tout cas, c'est ce qui ressort des statistiques des promotions d'auditeurs de justice dont on dispose. Et en fait, il y a 5 possibilités. Soit vous préparez seul, et il y a des exemples de personnes qui y arrivent. Moi, j'avais des camarades de promo qui avaient préparé seul. Évidemment, ça impose une grande rigueur de s'entraîner tout seul, peut-être de faire de l'intervision, enfin d'essayer de travailler à plusieurs. C'est pas facile, mais il y a des gens qui y arrivent tout à fait. Soit vous passez votre M2 qui est particulièrement adapté pour préparer le concours, et donc vous vous préparez finalement grâce à ce Master 2. Soit vous préparez à l'IEJ, et là vous avez des entraînements, des cours d'actualisation. Soit vous faites un DU, puisqu'il y a des facultés, notamment Paris 1, Paris 2, mais d'autres aussi, qui proposent des diplômes universitaires qui préparent à l'ENM avec une plage dédiée pour être assistant de justice notamment. Soit vous allez vers une prépa qui soit une prépa talent, c'est-à-dire une prépa avec des critères particuliers, mais qui est organisée par l'ENM, qui a, je crois, aujourd'hui 6 lieux en France et 7 l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Tout est expliqué sur le site de l'ENM et c'est vraiment une chance en or pour les personnes qui peuvent l'intégrer. Soit une prépa privée, ça dépend de vos moyens, ça dépend de vos besoins. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit tous les deux, il n'y a pas de recette imposée ou miracle, c'est ce qui répond aux besoins de chaque candidat. Après, il y a d'autres questions que j'ai notées au passage. Est-ce qu'il faut avoir une bonne culture générale, une grande culture générale? Je crois que la question était posée comme ça. Alors, il n'y a pas d'épreuve de culture générale à l'ENM, ça ne s'appelle pas comme ça, et c'est à dessein. C'est une épreuve de compréhension du monde contemporain à l'écrit, et puis ensuite un entretien avec le jury sur une question d'actualité, une question juridique, une question de société. En fait, il ne faut pas se tromper, à mon avis, sur l'objectif. Le but, c'est pas d'avoir une science infuse et de tout savoir sur tout. C'est impossible et je pense que ça ne servirait pas au jury à savoir si vous avez la possibilité d'acquérir les capacités dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est acquérir des savoirs, alors juridiques bien sûr, mais aussi de culture générale, de base. Il faut avoir une connaissance du citoyen, on va dire, normal, notamment les connaissances du baccalauréat. Ça, c'est sûr que en histoire, en philosophie, en littérature, il faut avoir les connaissances qu'on attend du bac, parce que le jury ne comprendrait pas que vous n'ayez pas ce socle commun. Ensuite et surtout, je pense qu'il faut regarder les débats de société et il faut identifier ce que j'appelais tout à l'heure les tensions et les politiques publiques qui sont élaborées pour y répondre. Et pour ça, quelques clés. Il y a des sources qui sont très précieuses. Le site Vie publique est un site de la documentation française qui va lister les grandes politiques publiques et les grands débats. Et c'est vraiment une mine d'or, donc je le recommande très souvent. Vous avez aussi des sources qui sont agréables. Je pense à des émissions sur Arte, il y a 28 minutes, il y a le dessous des cartes. Je pense aux émissions radio, vous en avez des tonnes sur France Culture. Moi, tous les jours, j'écoute en marchant ou en petit déjeunant des émissions sur France Inter, France Culture qui sont vraiment des mines d'or. Et j'essaie de vous en recommander d'ailleurs sur le compte. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, la presse tous les jours, de lire les titres d'un quotidien et de piocher. Voilà, aujourd'hui, il y avait beaucoup d'articles sur la préservation de l'état de droit, sur les décisions du Conseil constitutionnel relatifs à les dernières décisions rendues. Il y a des grands débats de société qui méritent vraiment d'essayer de repérer les grands arguments et ensuite, et surtout, ce qu'il faut, c'est de pas se dire que les références, c'est utile en soi et surtout, ça ne doit pas limiter votre capacité de penser. Les références, ça sert à
enrichir votre pensée. Ça sert à problématiser et ensuite il faut être capable de réfléchir par vous-même. Et je vous livre juste une expérience. Quand j'ai passé le concours de l'ENM, à l'écrit, en compréhension du monde contemporain, je suis tombé sur un sujet qu'on avait traité à l'IEJ. J'étais à l'IEJ de Paris 1 et on avait donc eu un corrigé sur ce sujet. C'était sur l'identité individuelle, l'identité collective. Et là, je me suis trouvé face à un dilemme de savoir si j'allais recracher le plan et les références qu'on m'avait données lors du corrigé, ou si j'allais essayer de réfléchir par moi-même. C'était beaucoup plus confortable dans le premier choix, mais beaucoup plus risqué parce que le risque, c'était qu'il y ait 300 candidats qui fassent le même plan et les mêmes références. J'ai choisi de réfléchir par moi-même. J'ai donc mis des choses très personnelles, peu de références attendues, et j'ai eu une très bonne note à cette épreuve. Donc pour moi, c'est vraiment la démonstration, et c'est ce que dit d'ailleurs le jury chaque année, que ce que le correcteur va rechercher, c'est votre capacité à réfléchir et à vous saisir de références pour vraiment faire avancer votre réflexion plutôt que pour illustrer de manière totalement stérile ce que vous venez de dire. Voilà. Je ne sais pas si tu veux réagir sur sur ce thème de la culture générale et des références. C'est vraiment récurrent. Ce que tu indiquais, Maxime, ça ressort systématiquement des rapports des présidents du jury, de ne pas multiplier les références pour mettre en avant qu'on connaît des références, ça ne sert strictement à rien. Et on a beaucoup de candidats, le jury remarque tous les ans qu'ils ont systématiquement en plus les mêmes références entre les copies qui sont mises un peu à toutes les sauces. Donc, ce qui est important, c'est la problématique effectivement que vous allez élaborer sur le sujet qui est posé et d'arriver à mettre des références qui sont utiles effectivement à la démonstration que vous voulez faire ou à la position que vous prenez. Pour compléter ce qui était noté dans le rapport de l'année dernière, le président du jury disait qu'il cherche des futurs magistrats ouverts sur la société dans laquelle ils vivent. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut maîtriser parfaitement toutes les références académiques de culture générale, mais qu'il faut être au courant de l'actualité. Et ça, on a beau le répéter, il y a beaucoup de candidats qui se font piéger, entre guillemets, sur des questions d'actualité. Le jury l'a encore dit cette année, vous le verrez dans le rapport apparaître. Donc l'actualité et puis effectivement toute l'histoire des institutions qui sont essentielles à connaître pour le citoyen et encore plus pour le magistrat qui ça fait parfois défaut. C'est pas vraiment de la culture générale, c'est effectivement la connaissance de la société dans laquelle on vit. Exactement. Et alors pour ça, euh, il y a un conseil, c'est de travailler sur le temps long. Pour les personnes qui regardent le live, qui sera d'ailleurs en replay. Voilà, j'ai vu que euh, l'ENM avait écrit que c'était en replay, donc parfait. Pour les personnes qui regardent le live, mais qui finalement se projettent sur le temps long, qui sont encore dans les premières années de droit, voire en amont, par exemple au lycée, c'est vraiment très important de travailler ces débats de société sur des années. Ça va vous offrir un recul et une somme d'informations, de connaissances qui sera extrêmement riche. Donc si vous pouvez faire ce travail sur le temps long, c'est parfait. Et comment le faire? Il faut être très méthodique. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait des classeurs. Alors aujourd'hui, je les ai dématérialisés avec une trentaine de thèmes de société. Et pour chaque thème, je listais les problématiques, les connaissances importantes, les grands arguments, et j'essayais de me faire vraiment des points de pivot de la réflexion. Et j'ai enrichi au fur et à mesure mes classeurs avec des articles que j'annotais, et puis cette première page où je mettais les arguments. Et ça m'a fait une masse de connaissances qui m'est très utile aujourd'hui et qui m'a été très utile lorsque je passais le concours. Donc il faut travailler sur le temps long, il faut avoir une méthode, parce que l'objectif, c'est vraiment d'accumuler et de ne pas perdre au fur et à mesure ce que vous acquérez. Et puis, il y a une question qui a été posée sur est-ce que la maîtrise de l'art oratoire ou de l'aisance orale est importante? Et ça aussi, ça se travaille sur le temps long, mais ça se travaille aussi dans l'année de préparation. Oui, il faut avoir une certaine capacité à s'exprimer, à l'écrit d'ailleurs comme à l'oral, et ça, c'est les entraînements qui vont vous la donner. Ça n'est pas inné. Alors évidemment, on a chacun nos forces, nos faiblesses. Il y en a qui sont très à l'aise à l'oral, d'autres moins. Mais plus vous allez vous entraîner dans le temps long ou dans l'année de préparation, plus vous allez être à l'aise pour trouver vos mots, pour rebondir sur des idées, rebondir sur les questions qui vous sont posées. Et troisième chose, on parlait de la culture générale, de tout savoir, etc., qui n'est pas l'objectif. À mon avis,
vous gagnerez plus de points, vous gagneriez plus de points face au jury en admettant que vous ne savez pas la réponse, mais en réfléchissant à des propositions de réponse au regard d'autres choses que vous savez, plutôt que de simplement dire une réponse au hasard. C'est pas question pour un champion. Et d'ailleurs, je conseille toujours, lorsque on vous pose des questions assez précises, de prendre le temps de réfléchir face au jury pour éviter de prendre le risque de vous tromper. Et ça montrera à votre jury que vous avez la capacité d'argumenter, de réfléchir, ce qui est attendu d'un magistrat. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non, non, je rejoins tout à fait, Maxime. Simplement, peut-être une précision sur ces épreuves dites de culture générale et qui ne sont pas des épreuves de culture générale, on l'a dit, et sur la manière dont ça se déroule. Donc, on a une dissertation de connaissance et compréhension du monde contemporain à l'écrit au niveau des épreuves d'admissibilité qui est commune aux 3 concours. Et on a après l'épreuve de mise en situation collective et entretien avec le jury également, épreuve orale, mais qui est également commune aux 3 concours. Mais il y a une petite nuance entre la configuration de l'épreuve pour les premiers concours et celle pour les deuxième et troisième concours, à savoir que pour les deuxième et troisième concours, on ne va pas avoir de partie qui va être consacrée à un exposé de culture générale sur un sujet tiré au sort. Ça, c'est uniquement pour les candidats au premier concours. Pour le deuxième et troisième concours, cet exposé sur une question de culture générale va être remplacé par un échange avec le jury sur la base d'un dossier qui aura été préalablement renseigné par les candidats sur leur expérience professionnelle, et puis d'autres questions, bien sûr, qui seront susceptibles d'être posées par le jury. Mais c'est cette petite nuance sur l'absence d'exposé sur une question de culture générale sur l'épreuve orale pour les deuxième et troisième concours. Exactement. Alors, c'est ce que tu évoquais. Dans l'entretien, le jury va s'intéresser à la connaissance du candidat sur l'institution, sur les réformes, donc, il y a des questions de société qui pourront être abordées au-delà du parcours et de la motivation, mais c'est vrai que c'est une vraie différence à connaître. Alors, il y a des questions qui sont posées sur le profil. Est-ce qu'il y a un profil type de candidat? On parlait tout à l'heure des masters, mais notamment la question de Sciences Po qui est posée. Alors, non. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas une obligation de faire Sciences Po, une obligation de faire la fac, etc. Il y a des tendances, mais les promotions de l'ENM sont faites de la richesse, de la diversité de l'origine des candidats qui sont admis. Il y a des candidats qui viennent de Sciences Po, il y a des candidats qui viennent des facultés, il y a des reconversions professionnelles, donc il y a de tout. Voilà, rien n'est exclu, mais rien n'est impératif. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est votre préparation qui déterminera si vous avez le niveau suffisant. Et peut-être pour se mettre dans la bonne optique, je dirais que ce niveau suffisant, il ne faut pas le mettre comme un niveau inaccessible. Il y avait une question qui était posée, est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est inaccessible? À mon avis, il faut se dire qu'il faut être l'honnête candidate ou candidat. Et cet honnête candidate ou candidat, c'est celui qui répondra à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a des connaissances juridiques solides, il a travaillé la méthodologie, il s'est beaucoup entraîné à l'écrit et à l'oral, et il est inscrit dans la société, il sait réfléchir sur la société. Et il va donc être honnête et, face au jury, poser une problématique sur un sujet, donner les arguments, essayer de progresser dans sa réflexion et aboutir à une proposition, parce que, évidemment, quand on veut être magistrat, il faut avoir la capacité de décider. Donc, à mon avis, c'est vraiment dans cette posture qu'il faut se mettre, et aussi une posture professionnelle. Il faut montrer à votre jury qu'il peut vous projeter en tant que futur magistrat, notamment à l'oral. Évidemment, il ne faut pas arriver complètement décontracté, et il faut arriver comme si vous étiez dans un entretien vers des futurs collègues pour celles et ceux qui sont magistrats, montrer que vous pouvez devenir magistrat, vous avez la posture, vous avez les capacités pour le faire. Donc, il faut être dans une démarche professionnalisante puisque vous cherchez à entrer dans une profession. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur ces points-là. Et le jury va forcément vous poser la question de pourquoi vous voulez devenir magistrat. Ça, c'est une question qui revient systématiquement et on la comprend parfaitement. Et la réponse n'est pas, enfin, en tout cas, il faut se la poser. Et il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là. Donc, il faut vraiment que vous ayez réfléchi individuellement et que vous ayez quand même une vision minimale de ce qu'est le métier. Et c'est vrai que
ça fait plusieurs promotions également. Et on constate que les auditeurs de justice, majoritairement, ont fait des stages en juridiction. Alors, il y a toujours la difficulté de trouver ce stage. Donc ça, peut-être, Maxime, tu auras des éléments là-dessus, mais c'est un élément important pour vous-même déterminer et affiner la manière dont vous allez présenter au jury votre motivation à devenir magistrat et encore une fois, avoir une vision un peu réaliste des fonctions de magistrat. Alors, tout à fait. Sur la première chose que tu as dite, la motivation, c'est par là que tout commence. Il faut, avant de vous projeter dans la préparation du concours et de vous inscrire, vous poser cette question. Est-ce que vous avez la conviction que vous pourriez apporter à la magistrature et qu'elle pourrait vous apporter dans votre vie professionnelle? Finalement, c'est est-ce que vous vous projetez dans ces fonctions? Et pour ça, il faut avoir une vision qui ne soit pas fantasmée de la magistrature. Il ne faut pas que ce soit théorique pour vous. Alors, il y a plusieurs moyens d'en avoir une vision concrète. Vous pouvez aller à des audiences. Les audiences sont pour partie publique, les audiences correctionnelles, d'autres types d'audiences, y compris aux assises, et donc vous pouvez observer. Parce qu'il faut aller au-delà, bien sûr, de la vision par les films, par les livres, qui peut être parfois un peu caricatural, même si ça peut être très, très utile. Donc, il y a les audiences. Vous avez bien sûr, parmi vos enseignants, des enseignants qui ont des contacts avec des magistrats, ou même des enseignants magistrats. Il faut poser des questions, il faut oser. Moi, j'ai eu plein d'opportunités dans ma vie parce que j'avais osé. Par exemple, quand j'étais en deuxième année, j'avais un chargé TD qui était magistrat. Et ben, à la fin du semestre, parce que je pensais lui avoir prouvé que j'étais capable de travailler, je suis allé lui demander si pendant l'été, je pouvais faire quelques jours avec lui. Il m'a pris avec lui. L'année d'après, il m'a pris un mois avec lui. Et puis, grâce à lui, j'ai eu contact avec un autre magistrat qui m'a pris ensuite en tant qu'assistant de justice. Bref, c'est voilà, ça fait boule de neige. Autre chose, le fait de bien travailler, peut-être d'avoir des prix, ça vous ouvre des portes. J'avais eu cette chance aussi de gagner un stage pendant une année. J'étais une journée par semaine en stage à la Cour d'appel de Paris. C'était mon prix d'étudiant de troisième année. Tout ça, c'est finalement les fruits que vous allez tirer, soit du travail, soit des démarches que vous allez oser faire. Et puis après, vous pouvez répondre, alors soit faire des candidatures spontanées, soit répondre à des offres. Sur le réseau, j'essaie de publier des offres, surtout sur mon LinkedIn. J'essaie de plus en plus de relayer des offres. Vous avez aussi des offres de postes qui sont publiées par les comptes des juridictions, sur le site de l'emploi public, des postes de stage, des postes d'assistant de justice, des postes de juriste assistant, de contractuels. Vous avez plein d'opportunités puisqu'il y a toute une équipe qui se construit autour du magistrat aujourd'hui. Donc il faut être attentif, il faut essayer de trouver les canaux pour les trouver, enfin pour les identifier, et ensuite il faut oser. Oser faire des candidatures, se préparer, aller en juridiction. Voilà, c'est vraiment très important. Alors la question qui était posée, c'était est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut tenter le concours sans avoir fait de stage? C'est pas un critère pour candidater. Mais ce que je vous dis, c'est que ça me paraît compliqué, si vous n'avez jamais mis les pieds en juridiction, d'aller convaincre votre jury lors du grand oral que vous avez une vision concrète des missions du magistrat et des fonctions dans lesquelles vous vous projetez. Donc, il faut au moins avoir été observer les audiences, au moins avoir fait la démarche de discuter avec des magistrats, des greffiers, des avocats, etc., pour avoir cette capacité de convaincre votre jury. Voilà, c'est vraiment très important et moi je voudrais surtout pas vous dire que ça peut passer et que vous pouvez n'avoir une vision que théorique. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. J'ajoute la voie également du stage d'observation auprès de cabinets d'avocats, oui, qui est extrêmement intéressant, parce qu'il permet de la même manière d'accéder au cœur des juridictions et d'assister à des audiences pas ouvertes au public. Donc ça permet aussi d'avoir une vision des fonctions qui est intéressante. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux questions qui sont posées sur comment le jury mesure la motivation des candidats et comment tenir cette motivation. Alors, peut-être quelques éléments de réponse. Sur la mesure de la motivation, ça va dépendre évidemment des réponses que vous allez faire sur pourquoi voulez-vous devenir magistrat. Donc, qu'est-ce que vous en attendez? Comment vous vous projetez dans ces fonctions? Donc, il faut avoir
travailler ces réponses. Moi, ce que je préconise toujours, c'est d'avoir un petit carnet sur le temps long ou dans l'année de préparation où on va se poser ces questions. Pourquoi? C'est-à-dire, quelles sont les raisons, d'où ça vient et qu'est-ce que je projette? Pourquoi est-ce que je souhaite devenir magistrate ou magistrat? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je souhaite apporter aussi à la magistrature? Et ça, ce sont des réponses qui se nourrissent au fur et à mesure du temps. C'est pas en 5 minutes qu'on va se poser et répondre à ces questions. C'est vraiment des heures de réflexion, parfois à discuter avec d'autres personnes, y compris si, au besoin, en faisant un travail avec un professionnel. Moi, je sais qu'à Paris 1, on avait la chance d'avoir une psychologue qui nous accompagnait pour réfléchir à ces questions. C'est vraiment très important que ce soit concret et que ce soit développé face au jury. Et comment tenir ensuite? Euh, Tenir, c'est justement en faisant des stages, en étant assistant de justice. Parce que vous allez voir les magistrats agir, vous allez vous projeter, vous allez avoir envie, vous allez avoir fait vous-même une partie des actes du magistrat. Je pense à des réquisitoires définitifs, je pense à la permanence où vous allez pouvoir préconiser des décisions, vous allez traiter des mails sur des enquêtes. Là, je parle beaucoup du parquet, mais parce que j'étais magistrat au parquet, je le suis d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, il y a cette force du stage ou du poste d'assistant de justice ou juriste assistant pour tenir. Il y a aussi le fait finalement de voir qu'on avance. Et donc, il faut être méthodique, il faut avoir un programme où vous allez au fur et à mesure rayer tout ce que vous avez fait. Vous allez voir aussi vos résultats qui vont avancer au fur et à mesure des entraînements. Donc, tout ça, c'est important. Il faut aussi, pour tenir la motivation, ne pas s'épuiser. Et donc, je pense que c'est vraiment fondamental de vous écouter. Moi, je ne veux pas vous tenir un discours qui soit faux. Il faut beaucoup travailler, évidemment, pour être au niveau du concours, enfin, des concours ONM. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il faut aussi avoir une hygiène de vie. Il faut avoir du temps de repos. Il faut avoir du temps pour vous, pour vos proches, pour le sport, si vous voulez en faire. Enfin bref, il faut quand même s'oxygéner. Donc, il ne faut pas vous dire il faut à 100% vous consacrer au concours parce que c'est quand même un marathon et pour arriver au bout, ça dure longtemps. Là, vous avez les inscriptions en mars, mais vous passerez les épreuves du 27 au 31 mai si je ne me trompe pas. Puis vous aurez l'admission pardon, à compter de septembre jusqu'en décembre. Donc, il faut tenir. C'est un marathon encore une fois. Et donc, il faut se ménager, même s'il faut bien sûr beaucoup travailler. Est-ce que tu as des préconisations là-dessus, Émilie? Toujours compliqué d'en faire. Moi, je reprends ce que tu disais où il faut s'écouter. Je pense que chacun va avoir besoin de trouver son propre équilibre entre les révisions, la préparation du concours et les occupations personnelles pour survivre à cette année de préparation dont on sait qu'elle est difficile. De toute façon, ça c'est certain. Mais je crois qu'on peut dire que quand ça se termine conformément à l'objectif qu'on s'était fixé, c'est une immense satisfaction. Donc, on peut peut-être dire aux candidats qu'on oublie tout quand on est admis au final et qu'il ne faut certainement pas se décourager. Mais c'est difficile et il y aura des moments de fatigue, des moments de découragement dans le cadre de cette préparation-là et c'est tout à fait normal. La différence, elle se fait en partie entre ceux qui tiennent et ceux qui ne vont pas tenir. Il faut se dire que il faut parfois plusieurs tentatives, mais pour avoir accompagné beaucoup de candidats quand j'enseignais à la faculté, et aujourd'hui je n'enseigne plus à la faculté puisque j'ai la chance d'enseigner à l'ENM, mais j'aide des candidats à travers le compte. Euh, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, quand ils persévèrent jusqu'au bout, qui réussissent. Tenir, c'est vraiment l'une des clés. Au-delà de la méthode, c'est vraiment très important d'être fondé sur sa motivation pour aller jusqu'au bout. Et comme tu disais, après, la satisfaction d'y arriver, la richesse de la formation à l'ENM et l'intérêt qu'on aura dans ces fonctions, c'est vraiment à la hauteur de cet investissement. Alors, il y a une question, pas une petite question, qui est posée sur les oraux techniques. Euh, je la prends au passage parce que je la vois sur les conseils en matière de choix. D'abord, le choix, il se fait lors de l'inscription. Vous allez dire si vous choisissez tel ou tel oral, enfin, orotechnique. Ma préconisation, c'est de ne pas fonder sur la stratégie, c'est-à-dire se dire il y aurait une matière qui serait moins copieuse qu'une autre. C'est de fonder sur votre intérêt et vos connaissances. Il y a deux choses donc.
Est-ce que votre parcours vous a amené déjà à travailler une matière plutôt qu'une autre? Et c'est quand même plus facile de partir de connaissances plutôt que de partir d'une page blanche. Deuxième chose, est-ce que vous avez un intérêt particulier plus fort pour l'un ou l'autre des oraux techniques? Et ce sera beaucoup plus facile au moment des révisions de travailler un oral que vous appréciez, pour lequel vous avez une appétence. Ce sera un moment très intense parce que il faut arriver à se motiver avant le résultat des écrits, ou alors il faut vraiment travailler très dur après le résultat des écrits si on n'a pas réussi à se motiver avant. Et donc, si vous pouvez choisir une matière que vous aimez, c'est quand même beaucoup plus facile de donner beaucoup à ce moment-là. Voilà, sur ce point-là, je ne sais pas si c'est très évident pour toi de donner des réponses, mais en tout cas, est-ce que tu me confirmes bien que c'est au moment de l'inscription qu'on choisit C'est au moment de l'inscription que le choix est fait et il est effectivement irrévocable. On a tous les ans des candidats qui changent d'avis après s'être inscrits. C'est trop tard, effectivement, on ne peut pas changer. Moi, le retour que je peux faire sur ces matières juridiques à option, c'est toujours ce qu'en dit le jury, qui regrette pour beaucoup de candidats d'avoir l'impression sur cette épreuve d'un bachotage qui est arrivé voilà, dans le mois ou les 6 semaines qui ont précédé l'oral. Et pour beaucoup de candidats, c'est vrai. Et ça a pour conséquence voilà, des connaissances qu'on n'arrive pas à mettre en perspective, à partir desquelles on n'arrive pas à bâtir un raisonnement. Et ça, c'est pas ce qui va être attendu par le jury. Donc, je peux que te rejoindre sur le fait qu'il vaut mieux choisir des options sur lesquelles on a quand même un peu de recul, des matières qui ne nous sont pas totalement étrangères, de façon à avoir un peu plus de maturité au niveau de ses connaissances quand on se présente devant le jury. exactement. Alors, j'enchaîne avec un autre oral, l'oral d'anglais. Il y a une question qui est posée. Alors, sauf erreur, l'oral d'anglais, il est obligatoire pour le premier concours, il ne l'est pas pour le deuxième et le troisième concours. Alors, sur le niveau, puisque la question, c'est l'exigence. Dans le premier concours, et si vous le faites en option dans le deuxième et troisième concours, euh, ce qui va être attendu, c'est votre capacité à comprendre un support, un texte, notamment un article de presse enfin, bon, un texte, et vous allez devoir l'analyser, et ensuite il y aura une conversation avec le jury sur notamment le thème qui est évoqué par ce texte. Le niveau, alors c'est difficile de se positionner, mais euh, je pense que pour avoir une note correcte, il faut comprendre et savoir un petit peu parler. Évidemment, si vous avez une grande capacité enfin une grande aisance, vous aurez potentiellement une très bonne compréhension et une très bonne expression et donc une très bonne note. Moi, ce que je préconise, c'est de travailler le vocabulaire, évidemment, au fur et à mesure de l'année, d'essayer de se remettre dans une conversation en anglais à travers soit des écoutes de podcasts, soit des entraînements où on converse avec un ami ou avec des enseignants, ou même seul face à la caméra. Et puis, il y a une technique, enfin, il y a une méthodologie. Moi, ce que je faisais, c'était sur préconisation d'une enseignante de Paris 1 qui était vraiment très bien, à mon avis. C'était, je synthétisais le texte en question en essayant de montrer comment il est construit, à quelle problématique il fait référence et comment il y répond, et ensuite d'ouvrir sur le débat de société en proposant au jury justement d'en parler dans notre société française, et ça permettait d'introduire la discussion et ça a très bien fonctionné. Et j'avais préparé des phrases de transition. Voilà, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, et donc pour bien présenter un texte, il y a des phrases qui peuvent être bien anticipées, donc ça c'était sur l'oral d'anglais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon j'avais un autre thème identifié, mais je te laisse peut-être la parole. Peut-être préciser que c'est une matière, l'épreuve de langue est bien sûr importante pour Oui, le premier concours, mais pour autant, il ne faut pas que ce soit l'épreuve qui vous freine, parce que ça reste au niveau de l'oral un coefficient, le plus petit des coefficients des épreuves orales. On est sur un coefficient 2 contre des coefficients 4 pour les épreuves juridiques et 6 pour la mise en situation collective et l'entretien avec le jury. Donc, même si on a une note plus que moyenne sur l'anglais, tout n'est pas perdu pour autant pour la suite. Donc, il ne faut pas se décourager en fonction de son niveau de langue par rapport à cela. exact. Moi, j'avais aussi une question que je vois, Maxime, et je te laisse, je reviendrai avec la mienne après, qui revient beaucoup. Vas-y, moi je t'en prie Non, si non, tu veux.
on a beaucoup de questions. Alors, c'est pas tant la thématique, la thématique du jour, mais on a évoqué les prépa talents. Les prépa talents ENM tout à l'heure, et on a beaucoup de questions sur un nouveau concours réservé aux élèves issus des classes prépa talents. Alors, ça fait partie aussi des nouveautés issues de la loi organique du 20 novembre 2023 dont on vous a parlé. Ce concours, il ne sera pas effectif pour l'année 2024, mais on le projette effectivement sur l'année 2025 pour une première session, vraisemblablement, sans qu'on puisse complètement rentrer dans les détails et dans les modalités pour les mêmes raisons que celles qu'on a exposées au début du live avec le concours professionnel. Mais effectivement, il y a bien un concours de recrutement spécial qui est créé également dans le cadre de cette réforme des voies d'accès et qui sera ouvert notamment aux élèves ayant suivi les prépa talents ENM. Exactement. Alors pour enchaîner, il y avait une double question sur les conseils pour se préparer, les étapes finalement pour se préparer, et puis une autre question que je relis, d'ailleurs deux autres parce qu'il y en a une qui vient d'arriver, sur quels conseils à 4 mois des épreuves écrites ou comment rebondir à une non-admission en recommençant, mais finalement on peut un peu regrouper toutes ces questions. Moi, ce que je préconiserais sur les étapes pour se préparer, d'abord, on a dit tout à l'heure, la première chose, c'est la motivation, la conviction. Il faut se fonder sur une conviction, donc c'est la première étape. Ensuite, je pense qu'il faut savoir ce à quoi vous faites face. Euh, le vrai danger, et ce que certains candidats malheureusement font, c'est de ne pas cerner les épreuves, les attendus, la méthodologie. Donc c'est vraiment très important de regarder le programme, de regarder les matières, de prendre le rapport du jury, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais pour comprendre finalement ce à quoi vous allez devoir faire face. Ensuite, je pense qu'il faut planifier, il faut s'organiser, il faut se faire un planning de travail, notamment là jusque fin mai, donc les 4 mois qui arrivent, avoir quelque chose de réaliste, parce que sinon vous allez vous décevoir et vous allez perdre la confiance, et en même temps quelque chose de très cadré, très séquencé pour faire des points d'étape. C'est à mon avis très important parce que vous faites face à une montagne, et cette montagne, il faut la gravir pierre par pierre, sinon on perd encore une fois sa motivation. Ensuite, très important, jusqu'au 27 mai, il faut s'entraîner, 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 parce que la méthodologie, elle se travaille et vous aurez beau avoir des connaissances théoriques, si vous n'êtes pas entraîné sur chaque épreuve, il y aura un problème dans la gestion du temps, il y aura un problème dans le fait de répondre aux attentes du jury. Donc, c'est vraiment le maître mot. À 4 mois des épreuves, je pense qu'il faut faire le bilan de d'où vous en êtes sur votre programme, voir s'il y a des zones blanches et mettre l'accent là-dessus. Et surtout, accentuer progressivement la méthodologie, les entraînements pour aller vers les épreuves d'admissibilité. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, il faut être très organisé, puisque là, ce n'est plus le moment de perdre du temps sur une désorganisation. Donc, vraiment classer ces fiches, les revoir, être très méthodique, parce que le stress va monter au fur et à mesure, et plus vous serez méthodique, moins le stress prendra le dessus. Enfin, on l'a déjà dit, il ne faut pas s'épuiser. Donc, progressivement, la fatigue monte, surtout dans cette période où on a eu les résultats pour certains de non-admission, donc c'est difficile de repartir. Je pense qu'il faut vraiment là se faire un programme qui inclut des zones ou des périodes de repos, ne serait-ce qu'au minimum une demi-journée par semaine, mais je pense qu'il faut au moins prendre une journée par semaine où vous allez faire des choses pour vous, vous reposer, souffler. Je sais que c'est moins facile quand on a une activité professionnelle à côté pour ceux et celles qui sont en reconversion, puisque le week-end notamment va être propice pour travailler, mais au moins une demi-journée, vraiment c'est essentiel pour tenir jusqu'au 27 mai et ensuite pour tenir jusqu'en décembre. Voilà les étapes. Et peut-être pour compléter sur le fait de reprendre, de repartir après une non-admission, il faut digérer, il faut regarder ce qui n'a pas fonctionné, récupérer ses copies, essayer de les faire analyser par vos enseignants à la faculté, à Sciences Po, etc., si c'est possible, pour cerner ce qui a fait défaut, essayer de capitaliser sur vos forces et avancer, retrouver la confiance. Encore une fois, c'est tout à fait classique de ne pas réussir du premier coup. Et il y a nombre de collègues en juridiction qui ont eu 2, 3, parfois plus maintenant, tentatives avant de devenir magistrate et magistrat et qui sont très épanouis et de brillants collègues aujourd'hui. Ça n'a absolument pas de signification, sauf
voilà, encore une fois, de vous mettre face à l'épreuve. Je vais vous livrer une expérience. Quand j'ai été étudiant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé les années en ayant des très bons résultats. Et puis, j'ai passé le concours en même temps que le Master 2 et j'ai pas réussi la première fois. Je m'étais pas préparé spécifiquement, mais c'était la première fois que je ne réussissais pas quelque chose. Et j'ai eu une phrase qui m'a aidé, c'est mon frère, qui m'a dit, tu sais Maxime, jusqu'à présent, tu as toujours tout réussi. Et c'est pas quand on réussit tout qu'on prouve sa valeur ou sa force, c'est quand on est face à un échec, qu'on démontre si on est capable ou pas de faire face à la difficulté. Cette phrase, elle m'a été utile depuis. J'ai persévéré, j'ai réussi le premier concours, je suis devenu magistrat et je le remercie. Donc si j'ai quelque chose à vous transmettre, c'est cette idée que c'est là où vous allez démontrer votre force pour vous-même, mais aussi votre force de conviction, dépasser cette non-admission qui, encore une fois, arrive à beaucoup de magistrats. Est-ce que tu veux compléter, On Émilie? a tous effectivement des connaissances personnelles d'anciens co-étudiants de la fac qui n'ont pas réussi sur la première tentative. C'est ce que tu indiquais. Moi, j'ajouterais simplement que dans ce marathon de révision qui précède les épreuves écrites, il faut effectivement tenir sur la durée, mais il faut aussi ne pas se décourager à la fois pendant les révisions, mais également pendant les épreuves. Je dis ça parce qu'on voit qu'on a, en termes toujours statistiques, on a un taux de participation qui baisse sur les épreuves écrites entre la première épreuve, qui va être l'épreuve écrite de connaissance et compréhension du monde contemporain, et les épreuves suivantes. C'est le cas tous les ans, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ratent, qui en tout cas ont le sentiment de rater la première épreuve qui est souvent très difficile, notamment pour les étudiants qui sortent de la fac de droit, enfin pas très difficile, mais la plus redoutée, et qui, sur la base de cette impression d'échec, ne passe pas la totalité des épreuves. Donc ça, c'est tout à fait dommage, puisque ça reste un concours, encore une fois. Hein, donc chaque copie va être aussi évaluée à l'image des copies des autres candidats. On est dans cette perspective-là. Donc il ne faut pas se décourager non plus en cours d'épreuve. C'est ça sur quoi je voulais insister. Alors, tu as tout à fait raison. Et là encore, transmission d'une expérience. Quand j'ai passé le concours, je l'ai passé avec d'autres candidats. On préparait ensemble et l'une de mes amies, lors de la première épreuve, n'avait pas fini son devoir. Elle était arrivée au titre du grand 2. Elle avait dû commencer. Donc, c'était l'épreuve de compréhension du monde contemporain, la dissertation qu'on dit de culture générale, même si on a dit tout à l'heure que c'était pas comme ça. Et donc, elle est sortie en pleurs et elle nous disait, bah, ça sert à rien que je continue à venir. On lui a dit que c'était impossible après tant et tant d'efforts de lâcher. Elle a continué et aujourd'hui elle est magistrate, elle a réussi les autres épreuves. Donc vraiment, s'il y a des choses qui vont faire la différence, bah, c'est ce que tu dis, c'est de tenir. On est très mauvais juge de ses propres prestations. Donc continuez, même si vous avez l'impression lors d'une épreuve d'avoir raté, vous avez trop donné pour vous arrêter en chemin. Et puis d'autres conseils pour finalement peut-être réussir là où d'autres ne vont pas réussir. Euh, c'est pas tant de se démarquer, je dirais. Tout à l'heure, je parlais de l'honnête candidat ou candidate. Je pense qu'il faut vraiment, grâce à votre programme, grâce à votre capacité à avancer pas à pas, non seulement acquérir des connaissances, mais réussir à s'en servir, montrer au jury que vous savez poser des questions, argumenter, trancher. Et donc, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut le redire, il faut s'entraîner. C'est vraiment là où vous allez affûter votre réflexion, affûter votre méthode, euh, et c'est s'entraîner, y compris à l'oral, quand vous aurez passé les épreuves d'admissibilité et que vous serez durant l'été, il faudra se préparer. Il faudra faire des simulations d'oraux si vous avez la capacité de le faire avec, la possibilité de le faire avec l'IEJ ou autre, ou même face à la caméra, parce que c'est très important d'apprendre à prendre la parole, à réfléchir en direct sur une question, à formuler les arguments, à trancher entre eux. C'est quelque chose qui se travaille. Donc là où vous pourrez faire la différence, c'est si vous avez acquis cette aisance dans l'usage de la parole et de la réflexion en direct. Et puis après, eh ben, ce qui fait aussi la différence, c'est entre le candidat qui va avoir des bonnes connaissances juridiques, mais qui peut-être va être un peu obtus dans ses connaissances et va pas s'être suffisamment ouvert à la société, et celui qui va réussir non seulement à avoir des connaissances juridiques, mais aussi à se servir de tout ce qu'il sait sur la société pour finalement être un candidat qu'on va projeter dans les fonctions de magistrat. C'est pas un robot, c'est pas un puits de science, c'est vraiment
quelqu'un qui est en phase avec sa société. Et donc, je vous ai déjà donné des conseils. Tous les jours, j'essaie sur le compte le matin de faire un quiz pour vous donner justement des pistes pour réfléchir. C'est vraiment ça l'objectif. Je pense que plus on est curieux, plus on apprend à réfléchir et plus ce sera facile après. Et il y a une question que je vois, Maxime, qui est aussi importante par rapport à ce que peut écrire le jury. Un candidat, enfin un futur candidat, vraisemblablement, qui demande s'il est possible d'avoir des opinions personnelles Oui, ou si très c'est important. mal vu. Je le cite, si c'est mal vu. Alors j'ai envie de dire au contraire, puisque justement, tous les ans, le jury déplore que dans le cadre de cette épreuve de mise en situation collective et entretien, les candidats n'osent pas se dévoiler et s'en tiennent à des réponses assez stéréotypées. Alors, c'est pas facile, j'en conviens, de se dévoiler dans le cadre du concours, hein, de sortir un peu du cadre, mais ça fait partie des attentes du jury et toutes les opinions sont entendables du moment qu'elles sont justifiées. Donc, j'ai envie de dire au contraire. Au contraire, il vaut mieux des positions personnelles plutôt que des réponses qui auront été entendues ou des positions qui auront été entendues par le jury 500 fois au cours de la session. Exactement. Il faut être vous-même. C'est très important parce que si vous vous cachez derrière des références attendues, derrière des postures, le jury vous projette moins. En revanche, une qualité du magistrat, c'est d'être prudent. Et donc, je pense que la prudence dans les arguments que vous allez retenir, dans la proposition que vous allez formuler, c'est vraiment aussi une qualité qui va être attendue. Donc, il faut trouver le juste milieu. Être vous-même, c'est être capable de réfléchir authentiquement. En revanche, attention, si vous allez retenir, par exemple, une posture extrêmement radicale face à un sujet, ça peut interroger votre jury. A fortiori, si c'est une posture illégale, on ne va pas projeter quelqu'un dans des fonctions de magistrat s'il va adopter une solution qui serait contraire à la loi, aux droits fondamentaux, etc. Donc, voilà, il faut être vous-même, mais il faut être prudent, mais c'est ce qu'on attend aussi du magistrat. Je vois qu'il est déjà 19h30. On s'était fixé un maximum d'une heure parce que on aura d'autres occasions et c'est vrai que il faut pas non plus, je pense, faire une somme trop grande de conseils. L'essentiel, c'est d'être sur le principal. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose au stade de la conclusion, Émilie. Non, mais c'est vrai que je vois beaucoup de questions qui sont plus techniques et qui sont en lien avec le fonctionnement général du concours, des postes qui ont été basculés l'année dernière des deuxième et troisième concours vers le premier concours. Toutes ces questions, n'hésitez pas à les poser directement par la page contact qui renvoie au service des concours de l'ANM, on vous y répondra. Et puis pour le reste, on vous souhaite à tous un parcours couronné de succès, on va dire, pour ces concours d'accès. En tout cas, il faut essayer. C'était notre message, je pense, principal, Maxime. Et puis pour le reste, je renvoie voilà, directement vers le site internet de l'ENM qui vous permettra de nous contacter. Exactement. Je crois qu'on est le 30 janvier, donc on a encore le droit de faire des vœux. Moi, si j'avais un vœu à vous faire à toutes et tous, c'est que vous soyez récompensés pour tous les efforts que vous allez accomplir. Euh, S'il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est vraiment, je l'ai déjà dite, mais c'est très important, enfin en tout cas moi ça m'a porté, c'est que dans la vie, quand on ose, on est souvent récompensé. Euh, Si vous avez l'intérêt pour la magistrature, osez. Osez aller voir en juridiction, osez écrire à des collègues, osez vous inscrire au concours. Encore une fois, il n'y a plus de limite de tentative et les postes sont très nombreux. Donnez-vous cette possibilité de réussir. Il n'y a que quand on ose qu'on peut réussir. Et puis ensuite, ce que je vous souhaite évidemment, c'est de devenir magistrat. C'est une profession magnifique où vous avez un sens aigu de l'intérêt que vous servez. Alors juste, oui, j'ai oublié, j'ai vu passer une question très importante sur la profession d'avocat et magistrat. Donc peut-être que je me permettrai de faire une petite story pour vous donner des éléments de réponse pour pas qu'on prolonge le live. C'est vraiment une question très importante et je proposerai à des avocats peut-être aussi d'y répondre, notamment je pense à Rémi Dandan ou Nia Potier qui sont des avocats qui vous aident beaucoup sur les réseaux. Mais vraiment, moi, le souhait que je formule pour vous, c'est d'avoir cet accomplissement un jour dans votre profession que moi m'offre, et je pense toi aussi, Émilie, la profession de magistrat, d'avoir le sentiment d'être utile à notre société.
c'est vraiment très porteur et voilà le vœu que je voulais formuler pour vous ce soir. Donc, bah, écoute, je pense qu'il nous reste à souhaiter à tout le monde une très belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en message, en commentaire aussi de la vidéo que je vais diffuser sur le compte et que le NM pourra relayer sur son compte. Merci Maxime. Merci à toi, Émilie. Belle soirée à tous. On passe d'autres, on conclut toujours de la même Oui, manière. oui, oui, avec grand plaisir pour aider tout le monde. À très bientôt. Bonne À soirée à tous. bientôt. Belle soirée. Au revoir.